Donc, moi, je voulais revenir déjà sur trois choses qui changent en fait quand on arrive aux États-Unis. C'est d'une part, j'ai mes petites notes de côté, c'est le coût des services de santé. Ça, je pense que tous vous en êtes conscients. On ne sait jamais vraiment combien on va payer. Une consultation, ça peut être $150 comme $20 en fonction de vos conditions d'assurance. Et surtout, ça va aussi dépendre de là où vous habitez, parce qu'il est évident que comme ce sont des prix libres, le coût d'une consultation, le coût d'un service médical va être différent en Californie ou au fin fond du Midwest. La différence est assez importante, elle peut aller jusqu'à 30, 40, 50%. Voilà, donc ça c'est déjà une chose qui change quand on arrive aux États-Unis, c'est le coût des services médicaux, des prescriptions, etc. L'assurance santé, ce n'est pas une assurance universelle, donc il faut y souscrire. On a des assurances publiques comme Medicare ou Medicaid, mais qui sont réservées donc aux citoyens. Parfois, il y a des extensions, ça dépend des États. Et puis aussi, donc, il faut apprendre par rapport à ces assurances à les connaître en fait pour savoir comment elles remboursent et comment les frais sont pris en charge. Donc j'y reviens après. Les pharmacies et les médicaments, donc ça c'est dans les troisième chose qui change quand on arrive aux États-Unis. Bah, vous les avez tous vu, c'est que la pharmacie elle-même, donc on trouve des médicaments partout, mais il n'y aura pas de pharmacien dans les rayons et donc on ne pourra pas avoir de conseils. Parfois, si vous avez un pharmacien zélé, il pourra vous en donner, mais ce n'est pas le cas de toutes les pharmacies. Voilà, et surtout tous les médicaments qui sont vendus en supermarché sont vendus voilà, sans aucun conseil ni rien du tout. Ce n'est pas forcément évident. Voilà, donc là, voilà où on en est. Et c'est vrai que nous, en tant que Français qui sommes habitués à un système très cadré, avec des prix fixes, des coûts faibles, nous sommes toujours un petit peu au début, voire beaucoup révoltés par ce système et on a du mal à comprendre. Donc, on est bien obligé de s'y adapter et faire avec les coûts. Et donc, il y a quelques quand même techniques pour essayer de minimiser les coûts de votre santé. Donc, par exemple, s'il faut se renseigner avant de partir, ça c'est indéniable. Savoir ce que vous allez trouver ici. Savoir à peu près avoir en tête les coûts, savoir comment fonctionnent les assurances, savoir ce que vous trouvez comme médicaments, etc. Ensuite, une fois que vous êtes ici, il faut favoriser évidemment la prévention, savoir s'automédiquer sans se mettre en danger, donc savoir à quel moment il faut consulter un médecin, etc. Donc il y a plein de trucs et ça tombe bien aujourd'hui que je vous en parle parce que c'est l'objet de l'article que j'ai publié ce matin, donc que je vais vous partager juste après. Donc c'est l'article sur mon blog Amérique Santé. Voilà. Et donc, pour en revenir aux histoires d'assurance, donc en fait, je voulais vous proposer, dans le plan que je vous ai proposé déjà il y a 1 heure, de revenir sur Obamacare, le contexte, ce que ça a apporté et savoir un petit peu où on en est. Et puis ensuite, je reviendrai sur ce qu'il faut savoir pour souscrire à une assurance, enfin ce qu'il faut savoir, mais ce qui permet aussi de comprendre son assurance, si elle vous est donnée, elle vous est imposée par votre employeur. Et puis savoir donc si vous arrivez, quelles sont les solutions en fait que vous pouvez mettre en place pour vous assurer, pour vous assurer. Voilà. Alors, on revient donc à Obamacare, parce que j'ai lu pas mal de choses et entendu pas mal de choses. Alors, cette loi, pour le moment, c'est encore la loi du pays, donc on s'y tient. Alors, même si elle a été beaucoup décriée, en fait, ce qu'il faut savoir, elle est surtout beaucoup décriée ces derniers temps parce qu'on assiste à une augmentation vertigineuse des premiums. C'est-à-dire les premiums, ce sont des cotisations tous les mois. Et ça, il y a plusieurs raisons. On assiste aussi à un départ de certains assureurs
par rapport au marketplace. En fait, ce marketplace, c'est cet endroit où vous trouverez, si vous y avez droit, mais enfin, vous trouverez donc des assurances santé qui sont relativement bon marché avec des conditions bien définies. Voilà, donc on a et donc vous avez cette loi, pardon, vous permet, si vous avez des revenus qui sont inférieurs à 400% du seuil de pauvreté, à recevoir des subventions. Voilà. Alors, ce qui est remis en cause en ce moment, ce sont les subventions, et puis on assiste à beaucoup d'assurances, de groupes d'assurance qui se retirent de ce marché. Alors, j'y reviens juste après parce que c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les fondements de la loi Obamacare, elles avaient quand même cette loi avait plusieurs fondements qui étaient quand même une grande avancée dans le système des assurances, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, c'était relativement peu régulé et que la loi a permis de mettre des régulations, en fait. Donc, moi, j'en vois trois principales. C'est la loi a défini 10 domaines de couverture des assurances, 10 domaines obligatoires. Donc, on y retrouve notamment tout ce qui est analyse sanguine, gestion des urgences, réhabilitation, prescription, soins de santé mentale, pardon, maternité et soins du nouveau-né, pédiatrie, réhabilitation, prévention et hospitalisation. Donc, ça, c'est 10 domaines. Ensuite, qu'est-ce qu'elle avait comme avancée, qu'elle a, parce qu'elle est toujours présente, qu'est-ce qu'elle a comme avancée, c'est qu'elle impose aux assurances de prendre tout le monde sans condition, sans pré-existing conditions, sans prendre en compte les conditions préexistantes. C'est-à-dire, si vous êtes malade, une assurance n'a pas le droit de vous refuser dans le cadre de la loi. Et ça, c'est une énorme avancée parce que vous aviez pas mal de gens qui ne pouvaient pas s'assurer du fait d'une maladie chronique, etc. Et donc, voilà. Alors, en contrepartie, ce qu'elle a cette loi, c'est que on ne peut y adhérer à ces assurances qui sont donc sur ce marketplace qu'à une certaine période de l'année. Avant, c'était 3 mois. Cette année, l'administration Trump l'a réduite à 1 mois et demi. Et donc, on est en plein dans la période de souscription à une assurance donc, du marketplace. Et donc, vous avez jusqu'au 15 décembre. Donc faites vite, les sites ont été assez saturés les dernières semaines, donc c'est sur le marketplace. En dehors de ça, vous pouvez y adhérer, trouver une assurance via ce marché si vous avez des conditions qui ont changé, comme un divorce, une séparation, une arrivée sur le territoire, un changement d'employeur, etc. Voilà. Donc ça, et donc vous avez, en fonction de vos revenus, la possibilité de toucher des subventions de l'État. Mais ça dépend encore pas mal de l'État dans lequel vous habitez. Et puis, c'est pas mal remis en question en ce moment. Voilà. Qu'est-ce qu'elle imposait d'autre, cette loi? Donc, elle imposait donc, de s'assurer effectivement. Et en fait, si vous n'étiez pas assuré, vous étiez censé payer une amende qui se calcule en fait de deux façons différentes en fonction de vos revenus. Ou c'est un montant forfaitaire, mais ça c'est le montant le plus fort en compte c'est le montant le plus fort qui est pris en compte. Voilà. Que rajouter là-dessus? Oui, c'est qu'elle imposait aussi aux entreprises de plus de 50 employés d'assurer ses salariés. Et ça, c'était aussi une grande avancée. C'est toujours une grande avancée parce que ça vous permet, si vous êtes embauché par une boîte qui a plus de 50 salariés, d'avoir une assurance qui va être négociée dans le cadre d'un groupe et qui permet d'avoir des meilleures conditions que n'importe quelle assurance. Voilà. Et donc le point sur la loi actuellement, donc je pense que c'est pas un secret de dire que elle est en danger, cette loi. Elle a été beaucoup récriée et elle est en danger parce que parce qu'elle est clairement
les sénateurs, le président et les représentants veulent modifier des choses. Bon, elle était déjà bancale avant l'élection de cette nouvelle administration, mais là, la loi a failli être abrogée, elle l'a pas été, etc. Donc c'est un peu le flou, et c'est pour ça que c'est pas facile forcément de s'y retrouver. Dans l'état actuel des choses, c'est comme ça que ça fonctionne, et donc vous pouvez encore souscrire à des assurances via le marketplace ou trouver des assurances qui répondent à ces critères. Alors, ensuite, on m'a souvent parlé de Medicare et Medicaid. Alors, sachant ça, c'est des assurances qui sont publiques et qui ne sont réservées en théorie qu'aux citoyens américains. Certains États ont étendu Medicaid et donc les enfants peuvent être couverts, quel que soit le moment où vous arrivez. Donc ça, c'est par exemple le cas de la Floride, le cas aussi de la Californie. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir quand vous prenez une assurance? Parce que c'est vrai qu'il y a des tas de termes, en fait, qui sont difficiles à comprendre, en fait, et notamment le premier, ça va être le deductible. Et alors, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comprendre le système de santé aux États-Unis ». Et donc, je reprends en détail tous ces termes, en fait. Je les explique et je vous donne un cas concret, en fait, pour que vous compreniez bien comment ils s'agencent. Parce qu'il va y avoir la franchise qui est le deductible, avec la possibilité, dans certains cas, certaines assurances, d'avoir des copay. Les copay, c'est quand vous avez un montant fixe que vous allez payer lors d'une consultation. Voilà. Qu'est-ce que et je donne un cas concret, en fait, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que donc vous avez votre franchise, mais une fois passé la franchise, il va toujours vous rester à payer des coûts, ça s'appelle des coûts partagés. Il y a aussi une dernière notion à connaître, c'est la notion de maximum out of pocket. C'est ce que vous payerez au maximum en un an à votre assurance, dans les frais de santé, pardon. Et donc, l'assurance, et c'est là l'avantage d'avoir une assurance, c'est qu'à un moment donné, si vous avez un gros pépin de santé, vos dépenses santé vont se bloquer et c'est l'assurance qui prendra en charge le reste. Alors ça, je l'ai très bien illustré dans un schéma que j'ai mis dans mon livre où on voit donc à gauche, c'est ce que paye le patient et là, c'est à gauche, c'est ce que paye l'assurance. Et donc, on voit ce que paye le patient et après, on voit si, par exemple, là, sur une facture de 50 000 $, on voit très bien que l'assurance va, ce que vous allez payer va être bloqué donc, par ce qui s'appelle le maximum out of pocket. Et en général, il est fixé à 12 000 $ pour un familial, 13 000 $, c'est à peu près ça. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est en fait que l'avantage d'avoir une assurance, c'est que justement, ça vous permettra de bloquer vos dépenses à un moment donné si vous êtes dans le cas d'une maladie très grave ou d'un accident très grave, etc. Voilà. Alors, on ne sait jamais combien on va payer parce que ce que vous allez payer est en fait une négociation entre le provider, c'est-à-dire le médecin, et l'assurance. Et que donc, en fait, en fonction de vos conditions d'assurance, les coûts remboursés vont être différents, savoir si vous en êtes avant le deductible ou après, etc. Donc, c'est assez compliqué à comprendre. C'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête tous ces termes, donc deductible, copay, maximum out of pocket, etc. Et donc, le cost sharing qui est le pourcentage de prise en charge de l'assurance au-delà du deductible. Ça peut être de 20%, ça peut être votre part peut être de 20%, 30%, 40%. Voilà. Ce qui déterminera d'ailleurs les couleurs de votre plan. Hein. Je ne sais pas si vous avez souvent entendu parler de couleurs bronze, argent, donc bronze, silver et gold, platinum même. Plus c'est précieux, on va dire, moins vous payez. En contrepartie, le premium mensuel est plus élevé. Voilà. Alors, donc tout ça, c'est difficile à expliquer lors d'une vidéo. Donc, moi, je vais
repris dans mon livre. Il est disponible sur Amazon, amazon.com et amazon.fr. Je mettrai le lien, comme ça vous pouvez y avoir accès rapidement. Tout y est expliqué. Bon, le livre ne se cantonne pas à expliquer les assurances, puisqu'il explique comment fonctionnent les prescriptions, les consultations avec un lexique à chaque fois. Il y a aussi tout un chapitre sur les vaccinations, les différences vaccinales avec le calendrier vaccinal français. Il y a aussi tout un chapitre sur la grossesse, etc. Donc, savoir comment elle est prise en charge ici. Il y a quelques conseils de base au niveau automédication, etc. Voilà, donc c'est plus un ouvrage de généraliste, en fait. Voilà. Alors, ensuite, on n'en a pas fini de parler des assurances. Si vous arrivez ou si vous êtes là, qu'est-ce qui s'offre à vous comme solution? Alors, si vous arrivez, si vous êtes salarié, en général envoyé par une grande boîte, la grande boîte va vous donner, va être compris dans votre package une assurance locale ou assurance internationale. L'assurance internationale, donc là, il faudra voir parce qu'il y a autant d'assurances, autant de contrats, hein, donc c'est énorme le nombre de contrats qu'il peut y avoir, avec des conditions qui sont différentes. Certains ont la chance d'être pris en charge à 100% au premier dollar, c'est ce qu'il faut aussi regarder. Et voilà, donc si vous avez une assurance santé américaine, c'est intéressant de comprendre comment elle fonctionne parce que on est toujours surpris de voir qu'il nous reste des choses à payer, que on n'est pas remboursé de la même façon à chaque fois. Donc ça, c'est important de connaître les termes de votre assurance. Voilà, donc ça, c'est dans le cas où vous arrivez en tant que salarié. Si vous arrivez en tant que visa, E2, Green Card, ou que vous avez gagné à la loterie, etc., il faut... donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous en fonction des revenus que vous attendez dans l'année en cours. Vous pouvez faire une demande donc via le marketplace. Donc, ça sera à faire dans les 2 mois suivant votre arrivée. Vous faites partie dans ces conditions-là des conditions spéciales d'adhésion en cours d'année à n'importe quel moment, sachant qu'en tant que visa E2, vous y avez droit. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité donc de prendre une assurance comme ça, mais la jungle des assurances est assez énorme en fait. Et dans ces cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de voir avec un broker local qui pourra vous trouver des contrats d'assurance un peu négociés et surtout vous pourra vous orienter. Voilà. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir en tête les termes des assurances pour comprendre comment elles fonctionnent et vers où vous devez aller. Parce qu'une assurance, vous ne prendrez pas une assurance en fonction, la même assurance en fonction que vous avez 50 ans ou 25 ans, en pleine santé à 25 ans ou avec des problèmes cardiaques ou des problèmes de maladies chroniques, etc. Il faudra voir donc, dans ces cas-là, un peu évaluer en fonction un petit peu des coûts de votre santé en France, vers quelle assurance vous vous dirigez. Donc ça, c'est le cas, donc le deuxième cas, donc le cas des assurances Obamacare. Et puis, troisième cas, c'est de prendre carrément une assurance internationale où vous avez des garanties souvent au premier dollar. Alors bien sûr, elles vont avoir un coût qui est plutôt plus important peut-être qu'une assurance Obamacare, mais il faut voir aussi si c'est pris au premier dollar, si les remboursements sont faits au premier dollar, ça peut être intéressant parce que vous êtes sûr d'être remboursé tout de suite. Alors si vous avez un deductible, sachant que les deductibles en plus de plus en plus ont tendance à monter, c'est-à-dire que vous allez avoir un deductible de $6,000 par exemple, c'est-à-dire que vous allez commencer à être remboursé à partir du moment où vous aurez atteint $6,000 de dépenses. Donc pour certaines personnes, autant dire que vous n'êtes jamais remboursé, quoi. Et même si, en fait, dans cette tranche-là, les tarifs sont déjà négociés entre le médecin et l'assurance. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est un peu la jungle au niveau des assurances. Donc ça, c'était ma dernière proposition. Alors, je vais très bientôt vous proposer un lien direct vers un assureur qui propose un package en fait pour les gens qui ont besoin de s'assurer aux États-Unis.
Il y a aussi l'option CFE, mais à savoir la CFE, donc la Caisse des Français de l'étranger, donc qui n'est valable que pour les Français de nationalité française, mais à savoir, elle ne couvre pas entièrement les frais aux États-Unis et donc vous avez besoin de prendre une assurance en complément. Il y avait un package dont je parle dans mon livre avec une assurance Wellaway plus CFE, donc qui se s'imbriquer en fait ensemble. Ce qu'il y a, c'est que les conditions ayant un peu changé, l'assurance elle-même, enfin la proposition de package est en train de changer en fait. Voilà. Donc simplement, si vous décidez de garder la CFE, c'est-à-dire la Sécurité sociale française, il faut savoir qu'il faut le faire dans les 2 ans après votre départ, hein, parce que sinon vous avez des risques de rétroaction de toutes les cotisations que vous n'aurez pas payées pendant ces 2 ans-là. Il y a aussi un délai de carence qui s'applique, etc. Et puis, moi, je vous conseille toujours… Alors, ça vous donne droit à 3 mois de soins si vous êtes quand vous rentrez en France. Mais je vous conseille toujours donc de prendre aussi une assurance santé américaine pour compléter. Le problème de cette solution-là, c'est que c'est assez cher. C'est pour ça qu'en fait, étant donné qu'au niveau administration américaine actuelle, les conditions sont en train de s'assouplir par rapport à la pénalité qui était faite par rapport aux gens qui ne s'assuraient pas ou ne s'assuraient pas avec une assurance compliante, il est peut-être intéressant maintenant de se tourner vers des contrats internationaux qui vont vous rembourser au premier dollar. Voilà. Donc ça, c'est un peu ma conclusion par rapport à ça. Et sachant que si vous arrivez aussi en tant que visa E2, il peut être intéressant de prendre une assurance intermédiaire en fait, parce qu'entre le moment où vous allez adhérer à si vous adhérez à une assurance Obamacare, il y a un moment donné où il va y avoir vous n'allez pas être assuré entre le moment où vous arrivez et le moment où vous prenez l'assurance. Voilà, donc c'est important d'être toujours assuré, hein, parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver du jour au lendemain en fait. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'avais à dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en vois pas encore. Je pense avoir couvert à peu près tout. Alors, il y avait une question, là, j'avais quand même une question en privé sur la maternité. Alors, la maternité étant un des domaines pris en charge par Obamacare, c'est pris. Alors maintenant, après, il faut bien voir les différentes conditions, hein, parce que c'est évident qu'une maternité, un accouchement est assez onéreux et qu'il y a toujours des frais à la charge. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a voilà, et il y aura pas forcément prise en charge de tout, hein, par exemple de la péridurale ou des choses comme ça, de toutes les échographies, etc. Donc ça, il faut bien avoir ça en tête. Voilà, ce que je sais aussi, c'est que pour les enfants, hein, ce qui était aussi une des avancées de la loi Obamacare, c'est que les enfants sont pris en charge normalement. Alors déjà, vos enfants sont pris en charge jusqu'à l'âge de 26 ans par votre assurance. C'est une des obligations d'Obamacare. Et deuxièmement, les enfants peuvent être pris en charge quand vous arrivez via Medicaid, mais dans certains États, pas tous, hein. Par exemple, en Floride, ça marche. C'est-à-dire que si vous arrivez sous visa E2 ou Green Card, vous avez gagné à la loterie, vous pouvez inscrire vos enfants à Medicaid et ils seront couverts selon Medicaid. Donc, ce sera un peu restreint, mais ça permettra donc de les couvrir s'ils sont jamais malades. C'est une bonne chose à savoir. Voilà, alors je ne vois pas de questions, mais n'hésitez pas à poster des questions sous cette vidéo. Elle est un peu longue, je vous l'accorde. Je vous rappelle donc mon livre, Comprendre le système de santé aux États-Unis. Donc c'est un guide de navigation à travers le système de santé. Donc il revient sur toutes ces problématiques d'assurance, mais pas que, hein, puisque la deuxième partie du livre est consacrée donc à tout ce qui est en fait pour vous présenter comment fonctionne le système de santé, enfin comment consulter, etc. Donc vous voyez là,
comment, qui et où consulter, avec à chaque fois des traductions. Je reviens sur la prescription des médicaments, des analyses, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Donc, il y a tout un petit guide des médicaments, savoir qu'est-ce qui est disponible en médication en vente libre donc aux États-Unis, dans les pharmacies. Je vous donne des petites astuces aussi pour payer moins vos médicaments. Voilà. Et puis après, il y a quelques recommandations, savoir comment, qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa pharmacie, etc. Je reviens sur ce qui est de l'aromathérapie, parce que vous savez que c'est un peu une de mes spécialités. Je reviens sur l'homéopathie aussi, sur l'automédication. Et puis, donc, il y a tout un chapitre Vivre une grossesse aux États-Unis. Un chapitre aussi sur les vaccins, voilà, avec le calendrier vaccinal américain, les traductions des maladies vaccinales, savoir aussi les différences. J'explique les différences entre les deux calendriers vaccinaux, les équivalences de vaccins, hein, parce que par exemple, vous savez que la polio n'est pas dans tous les vaccins. Elle est d'ailleurs plus préconisée dans le calendrier vaccinal américain au-delà de 10 ans, je crois, 6-10 ans. Voilà. Et donc, après, à la fin, vous avez tout un lexique. Je reviens aussi sur les définitions des différents médecins, médecins généralistes, chiropracteurs, ostéopathes, nurse practitioner, etc. Donc là, vous avez en fait, c'est vraiment une bonne base pour débuter et pas être perdu aux États-Unis quand vous arrivez aux États-Unis, mais même si vous êtes là depuis longtemps, vous n'êtes jamais posé toutes ces questions, ça peut être intéressant. Voilà, donc écoutez, je vois pas de questions et donc le dialogue reste ouvert. À très bientôt.